Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Comment ont évolué nos représentations de la mort ? Aujourd'hui, alors que nous vivons une modernité toujours plus technologique et surmédicalisée, avons-nous tout fait pour occulter la mort et pour en quelque sorte repousser les limites de la vie ? Sommes-nous désormais moins préparés à affronter cette grande énigme ? Et est-ce que le Covid a changé les choses ? Regardez ce reportage d'Andrea Sotro, on en parle juste après. Pour moi, la scène, c'est ma vie. Donc. Comme dirait Dalida ou Mistinguett, moi j'aimerais mourir sur scène, alors tant qu'à faire, autant que ce soit agréable, en rigolant ou en... Enfin, j'aimerais mourir encore vivant. J'aimerais mourir d'un coup, comme ça, le plus net, sans m'en rendre compte. Après un spectacle qui s'est bien passé, on retourne dans sa loge et paf, voilà, ça c'est bien. Si ça, c'est le scénario imaginaire, dans la vraie vie, Joseph Gorgoni a bel et bien frôlé la mort. Celui qui incarne Marie-Thérèse Porchet sur les planches a enchaîné une double greffe des poumons, 42 jours dans le coma dû au Covid, suivi de graves complications. Quand je suis tombé dans le coma à cause du Covid, là, ça a été assez violent. Mais je me souviens que j'étais dans une situation respiratoire vraiment catastrophique et j'ai dit aux médecins, il faut que vous m'intubiez. Les médecins m'ont dit, mais si on vous intube, on n'est pas sûr que vous vous réveillerez. Donc, mais je leur ai dit, c'est pas grave. Et j'étais dans une situation tellement désagréable, soit je vais mieux, soit je meurs, quoi. Évidemment que ça fait peur. C'est pas la peur de mourir, c'était la peur de la suite, en fait. De plus être capable de pouvoir vivre normalement, quoi. La mort, ça a toujours fait partie de ma vie. Enfin, je l'ai côtoyé assez jeune. Les gens qui sont morts, qui étaient autour de moi, sont avec moi. Enfin, moi, je suis pas croyant, mais j'ai un... Les gens, enfin, mon père, ma mère, mes amis, enfin, les gens proches qui sont plus là, ils sont là avec moi. Mais en moi, je vois pas d'espèces d'esprits qui sont autour de moi et qui me regardent avec bienveillance. C'est vraiment un truc qui est dans mon corps, en fait. On a la chance d'être dans des pays où on vit longtemps. Et je crois que les gens, ils ne sont pas préparés à... Quand on est petit, on nous apprend qu'on va être plus grand. Puis quand on est plus grand, on nous apprend qu'on va travailler. Mais on ne nous apprend pas à être vieux. Et être vieux malade en plus. Je pense que la souffrance physique et mentale, c'est vraiment, pour moi, ce qu'il y a de pire. Et ça vraiment, ça me fait très peur. Après, de mourir physiquement, c'est la vie. La mort nous fait trier nos priorités. Est-ce que je vais juste me laisser vivre ou est-ce que j'ai vraiment envie de vivre pour pouvoir mourir sans regret ? Anne-Marie Struik connaît la mort de près. Elle a suivi pendant des années des personnes en fin de vie. C'était à la maison de Tara, un lieu qu'elle a créé en 2011. On est face à quelqu'un qui est en train de passer d'un état à un autre. Donc il y a beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Et puis aussi, je pense que quand on accompagne les gens comme ça, comme toujours, on ramène aussi un peu à soi-même. Ben, moi aussi, un jour, je serai dans ce lit en train de mourir. J'espère de tout mon cœur d'être entourée par ma famille, par peut-être certains amis. Et puis, j'aimerais être consciente. J'aimerais participer à ma mort. Je sais que ce ne sera peut-être pas possible, hein. Mais ça serait un désir de ma part. Je pense que je me suis préparée dans le sens que, par exemple, j'ai écrit des directives anticipées, j'écris des lettres à mes proches qui sont dans un tiroir, pour leur dire encore, si je n'ai pas l'occasion de leur dire des choses intimes sur ma relation avec eux. Donc je sais que de ce côté-là, les choses sont prêtes. C'est quoi la mort ? C'est le grand lâcher-prise, hein ? Donc, pour se préparer un petit peu à la mort, le mieux, en fait, c'est d'apprendre à lâcher prise dans la vie. La mort intime,
celle-là, elle est très taboue. Peut-être que le Covid a remis la mort au milieu de la vie, hein, d'une certaine manière. Les gens se sont rendus compte qu'ils étaient mortels. Et je pense que beaucoup d'entre nous, par le passé, on sait mentalement, hein, qu'on est mortel, mais pratiquement, les gens oublient. Et c'est ça, pour moi, le message que la mort nous apporte, c'est en gardant la mort dans nos vies, on vit mieux. Donc, la contemplation de la mort nous permet de donner du sens, de prendre de la perspective par rapport à nos vies, et donc de vivre et de mourir sans regret. Moi, je suis conseiller funéraire depuis bientôt 4 ans maintenant. Et puis c'est vrai que ça a toujours été une vocation qui est née il y a 12 ans en arrière déjà. J'en ai 22 aujourd'hui, j'en avais 10 à l'époque quand j'ai dit un peu à tout le monde ce que je voulais faire plus tard. Et puis cette vocation, elle est née depuis le décès de ma mère avec qui j'étais extrêmement fusionnel. Et puis on peut dire que son départ a donné une vie à cette vocation. Adrien Chapeau s'est toujours senti à l'aise en présence des défunts et choisit tôt de les côtoyer. Il s'occupe des décès à l'Étron, en Valais, et a développé un lien particulier avec la mort. Je la vois un peu comme une copine, cette mort, en fait. Je la côtoie assez régulièrement. Donc du coup, d'un côté, on s'y habitue. Vraiment, ce qui me plaît, c'est de pouvoir accompagner les familles, surtout ça. Puis aussi permettre à la famille de pouvoir revoir la personne décédée dans sa plus belle et dernière image. C'est bien que les personnes mettent sur papier ce qu'ils désirent pour le moment venu. Et puis comment, je pense que c'est déjà un très grand travail de s'imaginer son propre enterrement mentalement. Je pense que je ne voudrais pas faire quelque chose en pensant que je suis trop égoïste, mais d'un côté, c'est pas plus mal de penser à soi. Voilà. Après, c'est notre mort, c'est pas la mort. La cérémonie, c'est pas pour les autres, c'est pour nous. Comment je la vois? Je la vois comme une randonnée, cette mort. On est tous à la même hauteur. On commence à marcher. Il y en a ceux qui sont plus rapides que nous, qui atteignent le sommet plus rapidement. Et puis justement, nous, on doit continuer ce chemin pour arriver jusqu'au sommet. Puis quand nous sommes au sommet, on les retrouve. Et puis on passe de l'autre côté de la montagne. J'espère avoir la mort la plus sereine, c'est ce qu'on espère tous. Après, je veux dire, heureusement d'un côté qu'on ne sait pas de quelle manière on va partir. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on va partir. Ma première expérience de la mort, c'est ma grand-mère. On venait voir dans le cercueil la personne qui était morte et entourée de fleurs. Je me souviens, il y avait des mimosas. Je me suis souvent demandé dans ma vie après pourquoi je n'aimais pas l'odeur des mimosas. Mais c'est parce que petite, à 10 ans, vraiment cette odeur a été liée à la mort de ma grand-mère. Mais ce qui m'a frappée et que je n'ai jamais oublié, c'est que quand je suis rentrée, donc il fallait lui toucher le front comme ça pour lui dire au revoir, qui était froid bien sûr, j'ai compris qu'elle n'était pas là. Et je me disais, j'avais 10 ans pourtant, je me disais, elle est là puisque je vois bien que c'est elle, mais en même temps, elle n'était plus là. Et donc là, j'ai eu cette intuition qu'il y avait dans le corps quelque chose de plus grand que le corps. Et plus tard, on m'a dit que ça s'appelait l'âme.
Et puis j'ai passé ensuite toute ma vie à parler aux âmes, à jouer avec la résonance de ce que l'âme de Schubert ou de Bach ou de Chopin ou de Beethoven allait me dire. Quand on joue du Beethoven ou du Chopin, on rend vivant quelque chose qui est mort, parce qu'il n'existe pas si je ne les joue pas. À travers sa fondation Résonance, Elisabeth Sombart amène la musique dans les institutions, les hôpitaux, voire les prisons. Face aux premières restrictions Covid concernant les obsèques, elle décide de jouer pour les morts au funérarium de Morges. Je crois qu'on n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vécu un ordre des choses qui a empêché les gens d'accompagner leurs mourants, de leur faire des funérailles dignes. Jouer au funérarium, c'était une expérience vraiment formidable. Les premiers mois du confinement, surtout, parce que ça m'a simplement montré que on croit qu'on joue pour personne, mais en réalité, il y a des âmes, et je suis persuadée que si la musique est, comme disait Haydn, je crois, la musique classique, et le bruit que fait la porte du paradis quand elle s'ouvre, alors je crois que pour certaines personnes, même qui viennent de passer de l'autre côté, cette porte mystérieuse que j'avais ressentie petite, eh bien, la musique est un baume, la musique accompagne. J'aimerais penser que c'était ma dernière vie sur cette terre et que, voilà, je ne serais pas passée en touriste, ou en tout cas le moins possible. Et je visualise ma mort comme... oui, je vois beaucoup de lumière, je vois beaucoup d'amour, et j'espère que je ne tournerai pas la tête en arrière. Bonjour Daniela Cerqui. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, vous êtes aussi professeur à l'Université de Lausanne et vous avez fait de l'immortalité l'un de vos domaines de recherche. Alors, on a vu ce reportage et on a entendu les mots d'Anne-Marie Struik qui dit « À notre époque, on comprend conceptuellement, mentalement qu'on est mortel, mais pratiquement, on l'oublie. » Est-ce que ça veut dire, Daniela Cerqui, qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment ou on ne veut plus vraiment savoir qu'on est mortel? Oui, le terme de tabou a été utilisé aussi dans le reportage qui, soit dit en passant, est absolument magnifique, plein de sensibilité. Andrea Sotro. Et oui, je crois qu'on fait face à un déni de la mort parce qu'on est dans un système dans lequel elle est actuellement perçue comme un échec de la médecine, finalement. On a une certitude que les sciences, les technologies, la médecine faisant appel à ces sciences de pointe peut finalement potentiellement nous sauver de tout. Et donc, elle est perçue comme un échec. Donc, on ne veut pas en entendre parler. Bonjour, Gianmarco Vidor. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, vous avez consacré beaucoup de vos recherches à cette question-là de la mort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, historiquement, ont évolué nos représentations de la mort ? Il faudrait une semaine pour répondre à cette question, mais je pourrais vous donner l'exemple du rapport entre les vivants et les corps morts. Donc, à partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a eu un processus de déplacement des cadavres dès l'intérieur des villes, dès l'intérieur des églises, à l'extérieur des villes. Donc, on va construire en fait des nouveaux cimetières, pour des raisons qui sont des raisons en lien avec la santé publique. Donc, il n'y a pas de question en lien tabou, on les déplace parce que on pense en fait que là, les processus de décomposition pourraient nuire à la santé des vivants. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe chrétienne, on va rompre en fait cette cohabitation entre vivants et morts qui avait caractérisé l'histoire de l'Europe. Ces cimetières nouveaux qu'on va construire à l'extérieur des villes vont devenir donc des lieux sociaux extrêmement importants, des représentations de la société des vivants qui se met en scène en fait ses valeurs, ses hiérarchies dans ces cimetières. Un autre grand changement, c'est qu'avec la construction de ces cimetières, en fait, on a la diffusion de
la sépulture individuelle et de l'utilisation du cercueil, qui est quelque chose d'assez récent dans l'histoire. Avant, était réservé vraiment pour une petite élite. Avant, les gens étaient, avant cette réforme, ensevelis avec les autres, sans cercueil, dans des sépultures en fait, qui étaient collectives, dans des fosses communes. Et peut-être que certains d'entre nous qui sont un peu plus âgés se rappellent la scène finale du film d'Amadeus, dans lequel le corps de Mozart est transporté au cimetière dans un cercueil qui sert seulement au transport. Il est vidé dans une fosse commune. Donc au XIXe siècle, il y a un changement des sensibilités. Cet mélange des corps qui ne se connaissent pas, en fait, n'est plus tolérable. Donc on demande d'avoir une sépulture pour chacun. L'autre grand changement, c'est la réutilisation de la crémation comme rituel funéraire. Et après, je pourrais en ajouter d'autres. Peut-être on pourrait en parler après. Daniela Cerqui, quel impact, au fond, a la laïcisation de la société sur notre rapport à la mort ? Je pense que la laïcisation a un impact extrêmement important, dans le sens où, en s'éloignant des croyances religieuses, finalement, on s'éloigne de la certitude que notre âme aura un salut après la mort. Et donc, là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Finalement, là, on accepte la mort dès le moment où on a cette croyance qui était... Alors là, je parle sous le regard de l'historien, donc j'essaye de faire attention et de ne pas dire de grosses bêtises, mais moi, l'analyse que je fais, c'est que nous sommes entrés dans une société qui a remplacé un système de croyance par un autre, finalement. Et ça s'est accompagné, justement, d'une espérance de salut après la mort, donc une capacité de donner un sens à la mort, à une société qui pense que le salut viendra pendant la vie terrestre grâce aux sciences et aux technologies. Ce qui me fait dire que nous avons passé d'une société théocentrée à une société technocentrée. Mais c'est deux systèmes de croyances différents qui se caractérisent, l'un par le salut après la mort et l'autre par le salut dans la vie terrestre. Et donc, ça change tout dans notre rapport à la mort. Et par exemple, est-ce que nos peurs, une question pour vous, mais je vais commencer par vous, Gianmarco Vidor, historien, est-ce que nos peurs face à la mort ont évolué historiquement ? Il n'y a pas plus ou moins peur de la mort, mais les peurs sont différentes. Vous devez penser que dans l'Europe chrétienne, pendant des siècles, il y avait une pédagogie de la peur, donc on avait peur de l'enfer. Donc on devait absolument se bien comporter pour ne pas aller à l'enfer. Au XIXe siècle, on a la peur d'être enterré vivant. Après, avec l'énergie atomique, on a la peur d'une mort de masse. Encore jusqu'à, je dirais, aux années 90, les cancers étaient synonymes de mort, à laquelle on ne pouvait pas échapper. Donc les choses ont fortement évolué. Et aujourd'hui, il y a des peurs qui sont des peurs collectives en lien à la mort, mais en lien à la mort de la planète. Oui, bien sûr, les peurs ont changé vis-à-vis de la mort, ont évolué. Mais il y a toujours eu la peur. Il ne faut pas penser que dans le passé, étant donné qu'il y avait des systèmes, des valeurs, des récits et des pratiques, on n'avait pas peur. On avait peur, mais ces pratiques étaient là exactement pour exorciser ces peurs. Alors la peur est toujours là, Daniela Cerqui, mais est-ce que le Covid, comme on l'a entendu dans le reportage, quelqu'un qui disait finalement le Covid a catapulté la mort dans notre quotidien à nouveau, est-ce qu'il y aura un avant et un après Covid dans nos représentations de la mort, dans notre rapport à la mort ? Alors, la question est ouverte. Je ne suis pas Madame Soleil. Et on est encore dedans, c'est sûr. Voilà. Mais c'est certain que cette crise sanitaire va modifier un certain nombre de choses. Moi, je ne suis pas certaine que notre représentation de la mort fasse partie de ces choses. Je pense que ce rappel à l'ordre du fait que nous sommes mortels, c'est juste un soubresaut. Parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a cette croyance en la science et en la technologie. Et on l'a vu avec la course au vaccin qui s'est tout de suite mise en place. On est une société dans laquelle on est persuadé qu'il existe une solution technique et scientifique pour tout. Et donc, on s'est jeté à corps perdu, j'ai envie de dire, dans le vaccin. Et voilà, et maintenant on ira de l'avant en se disant, enfin
J'espère qu'on se dira qu'on a surmonté la crise, mais si on la surmonte vraiment, on se dira que voilà que notre médecine moderne fait ce qu'on attend d'elle. Et du coup, peut-être que paradoxalement, ça nous rassurera même encore plus par rapport à cette volonté de maîtrise qui se développe autour de la vie. Et si vous me permettez d'ajouter encore juste un mot pour faire le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la question de la mort de la planète. Moi, je pense qu'il y a un lien très clair entre la maîtrise de l'environnement, la maîtrise du temps, la maîtrise de l'espace, qui nous ont conduits dans la situation environnementale dans laquelle on est maintenant, et la maîtrise du corps, justement, que nous attendons de la part de la médecine sur le corps. Et je crois que cette maîtrise du vivant que nous sommes en train de développer, elle est juste un pas de plus. Finalement, le corps, c'était le dernier bastion qui restait à conquérir dans un processus de réification du monde, finalement. Et donc, je pense qu'il faudrait aussi réfléchir à ça quand on pense à cette volonté finalement, de repousser les limites de la mort, se dire qu'on voit les limites avec l'environnement, parce qu'on est allé assez loin. Maintenant, il faut réfléchir à ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que ça implique pour l'humain ? Gianmarco Vidor, on entendait les mots de Daniela Cerqui qui disait ça nous rappelle à notre bon souvenir, on se rappelle qu'on est mortel finalement, memento mori, on peut penser aux danses macabres, on peut penser à ces memento mori dans l'art, ces crânes qu'on représentait. Est-ce que finalement l'homme a toujours eu à cœur de donner un sens à sa mort à travers la fiction, ou est-ce que ça c'est quelque chose qui est plutôt nouveau Non, c'est toujours là. On rapproche à notre société contemporaine, par exemple, d'essayer d'édulcorer la mort avec des images. Il est parti, il s'est endormi, il n'est plus là, etc. Mais l'historien nous dit attention, en fait, ces formules ne sont pas nouvelles du tout. Ils datent déjà du 19e siècle, dans lequel ces cimetières mettent en scène en fait, ces croyances vis-à-vis de la mort. Donc ça signifie qu'il y avait cet espoir, il y avait cette culte de la mémoire. Mais on met en scène surtout les côtés sentimentaux, les côtés en lien avec l'amour. Au 19e siècle, l'élément qui fait peur, les squelettes, si on veut, les cadavres n'est plus là. Mais ces cimetières et ces peuples ont fait des vivants. Des vivants qui sont des vivants surtout bourgeois, des vivants qui sont endormis. Donc ces processus à travers lesquels on essaie d'édulcorer la mort, ils datent déjà du 19e siècle, mais même si on voit ce lien entre sommeil et mort, il est déjà plus ancien parce qu'on doit se rappeler que Thanatos est les frères des Hypnos. Dont la mort, Thanatos, et les frères d'Hypnos, les sommeils. Déjà donc, depuis l'époque grecque. Le sommeil et la mort sont frères et sœurs, mais pardon. Oui, son frère, son frère, oui, son frère. Les deux frères. Oui, le genre aujourd'hui. Oui. Non, Gianmarco Vidor, je rebondis juste sur votre mot d'intimité, oui. de choses comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une question peut-être pour vous deux, aujourd'hui, il y a quelque chose de très, très intime, de très sentimental, de très émotionnel dans la mort. Je vous regarde, Daniela Cerqui, parce que si on évoque par exemple les rites, des rites collectifs, est-ce qu'on est passé aujourd'hui à quelque chose de plus personnel, de plus émotionnel et privé aujourd'hui ? Oui, ça me semble indéniable, en effet. Et à ce stade, je dirais que je trouve intéressant de croiser la perspective historique relative à nos sociétés avec une perspective plus anthropologique, dans le sens que la mort, c'est quand même, c'est trivial de le rappeler, c'est quand même un phénomène complètement universel, mais chaque société, d'une manière ou d'une autre, la ritualise de manière différente. Nous sommes tous les deux d'origine italienne, donc je pense que vous n'allez pas me contredire. Il suffit de traverser la frontière avec l'Italie pour se rendre compte qu'en Suisse, on a une mise à distance du corps qui, dès le moment où il n'a plus de vie, finalement, il n'y a plus que les proches qui vont le voir. Et en Italie, la plupart des gens gardent leurs défunts chez eux. Ils ont encore un rapport. Le corps garde un sens et encore investi d'un sens dont il n'est pas forcément investi en Suisse. Gianmarco Vidor, je dois défendre la Suisse dans le sens que je crois que quelquefois on confond une sorte de des tabous avec une sobriété qui est caractéristique des religions chrétiennes protestantes. Mais en Italie aussi, ça s'est pratiquement perdu parce qu'il y a un processus de médicalisation de la mort qui a commencé au début du XXe siècle, qui a extrêmement évolué. Il faut se rappeler que jusqu'à il y a quelques décennies,
la médecine était toute puissante. En fait, les patients étaient là pour exercer sa patience. Mais les médecins étaient tout puissants. Mais aujourd'hui, heureusement, les choses ont changé. Les patients ont son mot à dire, la famille aussi. Donc, les médecins sont là pour accompagner la fin des vies. Vous avez déjà invité beaucoup de personnes sur ces plateaux. On sait que les choses ont évolué énormément dans les soins palliatifs. On va voir qu'il y a des nouvelles figures, en fait, qui accompagnent les mourants, qui accompagnent la famille. Et ils ne sont pas là parce qu'il y a un tabou. Il faut faire... Moi, je trouve que ce terme n'est pas approprié pour notre société du XXIe siècle. En fait, il est apparu, ce terme des tabous vis-à-vis de la mort naturelle, entre les années 1950 et 1970, surtout en Angleterre. Donc, il expliquait la situation parce que là, en fait, toutes les traditions s'écroulaient. Mais quand même, Gianmarco Widor, peut-être que si selon vous, il n'y a pas de tabou, il y a quand même l'idée d'une maîtrise, Daniela Cerqui. C'est-à-dire que vous êtes quand même spécialiste de... Enfin, vous avez beaucoup travaillé sur l'immortalité, la question de la cybernétique. Vous me parliez, et je regarde mes notes, du mot « uploading » pour dire finalement qu'on repousse toujours plus loin les limites de la vie. Il y a quand même ce désir-là chez l'homme aujourd'hui de maîtriser jusqu'à sa... Je ne dirais pas que c'est un désir qui est chez l'homme. Je dirais que c'est un désir qui est sorti de certaines sociétés. Et là, le glissement que vous invoquez, que vous évoquez, en disant que finalement l'Italie tend petit à petit à se rapprocher de ce qui se fait ailleurs, où le mort est plus mis à distance, bah c'est un signe de ça. C'est un signe que certaines idées, finalement, se diffusent d'un pays à l'autre et que la tendance, elle est justement à diffuser la mise à distance plutôt que le rapprochement. Et je parle du corps mort, là, hein, du corps mort. Maintenant, c'est vrai que l'uploading, donc cette idée qu'on pourrait télécharger nos esprits, nos cerveaux, le contenu de nos cerveaux dans des ordinateurs, et il y a un réductionnisme qui consiste à penser que le contenu du cerveau, c'est l'esprit, cette idée-là, elle commence à s'imposer. Et donc, moi, je trouve qu'elle est tout à fait cohérente avec une société dans laquelle la mort est déclarée lorsque la mort cérébrale est déclarée. Donc, on est une société dans laquelle c'est notre cerveau qui est considéré comme le siège de notre vie. Et donc, il y a beaucoup de gens que ça ne choque pas de se dire qu'ils pourraient se considérer comme encore vivants si leur esprit était dans une machine. Et ça fait suite à un autre imaginaire qui était celui de l'imaginaire du corps, qu'on arriverait dans un univers complètement mécaniste qui est le nôtre, qu'on arriverait à changer toutes les pièces et puis à rester en vie physiquement. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'immortalité de l'âme et du salut. Donc on a 3 imaginaires différents là par rapport à 3 formes d'immortalité différentes qui, bien évidemment, en miroir, nous disent quelque chose sur notre représentation de la mort. Merci. Merci à vous deux, c'est déjà fini cette émission. Merci d'être venus. Quant à vous, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.